L'annonce d'un meurtre provoque toujours une onde de choc. Cordon has gone up around the building. Police said their search was still going on. Il ne devait pas s'attendre à voir autant de sang. C'est un charmeur qui sait manipuler les gens. Et quand le coupable est un membre de la police, la communauté est encore plus indignée. Locals knew the couple had not been getting on, but no one expected anything as vicious as this. On a du mal à croire qu'un policier puisse être un criminel. Quand ceux qui sont censés nous protéger commettent un crime, c'est la pire des trahisons. Il n'a aucun sens moral. Et il est probablement habité par un désir de toute puissance. Il a dû se dire que comme il était policier, il allait forcément s'en sortir. Je vais replonger dans des affaires de meurtre perpétrées par des policiers qui se croyaient intouchables et pensaient pouvoir échapper à la justice. Quand Carl Bluestone a rejoint ses collègues au pub après le travail ce 28 août 2001, ils étaient loin d'imaginer que quelques heures plus tard, ce policier et une partie de sa famille seraient morts. À 21h, les voisins des Bluestone entendent tambouriner à leur porte. C'est la fille du couple, âgée de 7 ans. Face à sa panique et son désarroi, ils appellent la police. Des agents ont été envoyés chez eux. À l'intérieur de la maison, ils ont découvert un véritable carnage. La mère de famille était dans la cuisine, mortellement blessée. L'un des enfants gisait au pied de l'escalier. Un autre était dans une chambre à l'étage. Et un troisième dans un lit superposé. La fillette du couple avait heureusement réussi à s'échapper. C'est elle qui a alerté les voisins. Et ils ont prévenu la police. C'est une scène d'horreur qui attend les forces de l'ordre. Sur place, elle découvre 2 enfants en bas âge décédés. Le plus jeune avait seulement 18 mois. Éprouvant me paraît être un bon terme pour décrire ce qu'on ressent. Je savais dès le départ que cette affaire aurait un grand retentissement. Une scène de crime sanglante est toujours traumatisante. Et encore plus en présence de plusieurs victimes. On recherche d'abord d'éventuels survivants, des personnes qui peuvent encore être sauvées. Quand il s'agit d'enfants, c'est encore plus terrible. Qu'est-ce qui a poussé Carl Bluestone à assassiner sa femme, Jill, 31 ans, et leurs 2 plus jeunes enfants? J'ai réuni une équipe d'experts pour comprendre pourquoi des représentants des forces de l'ordre en arrivent à de telles extrémités et comment leur métier les a aidés à tenter de dissimuler leurs crimes. Julie Mackay, ancienne enquêtrice chevronnée des services anticorruption. Serena Simmons, psychologue de renom. Et Howard Groves, ancien inspecteur de la brigade criminelle qui a résolu plus de 50 affaires de meurtre. Avec l'aide de ces spécialistes, je vais réétudier des dossiers impliquant des flics tueurs. Julie Mackay a passé une grande partie de sa carrière à faire tomber des flics véreux. Si une personne peut m'aider à entrer dans le cerveau de ceux qui ternissent l'image de l'institution, c'est bien elle. C'est un drame atroce et personne ne peut imaginer que ça arrive près de chez eux. Une famille ordinaire dans une rue tranquille. Jill, la mère, était chez elle avec ses 4 enfants, totalement sans défense. Jill a été attaquée dans la cuisine, avec un marteau. L'un des enfants se trouvait au pied de l'escalier, 2 autres à l'étage. Les Bluestone vivaient à Gravesend, dans le Kent, avec leurs 4 enfants. En arrivant, ma première impression est celle d'une banlieue paisible et familiale. Responsable de la comptabilité au conseil municipal de Basildon, à 45 km de chez elle, Jill Bluestone avait une vie bien remplie. Quand on a un poste à responsabilité comme elle, il faut avoir les nerfs solides pour gérer la pression.
Dans le portrait qu'on a fait d'elle plusieurs années après le drame, sa sœur nous l'a décrite comme une femme forte. Ce n'était pas quelqu'un de timide, elle disait ce qu'elle pensait. Le journaliste local Carl Eve nous en dit plus sur la vie des Bluestone. Les Bluestone étaient considérés comme des gens qui avaient réussi professionnellement. Jill avait un poste important à Basildon. Elle était respectée et appréciée par ses collègues à la mairie. Son patron était convaincu qu'elle irait loin, qu'elle finirait même peut-être à la tête de leur équipe un jour. Carl Bluestone était dans la police. Il était respecté par ses collègues. Dans leur rue, je pense qu'il passait pour la famille parfaite. 4 enfants, la plaque d'immatriculation personnalisée sur la voiture. Ils incarnaient la réussite, le couple idéal. Jill et Carl Bluestone, son mari policier, étaient mariés depuis 7 ans. Quelle était l'image de cet homme au sein de la police? Ses états de service étaient irréprochables. C'était un policier dévoué au service de la population. Dans le Kent où il était affecté, il était estimé. Comment une ville aussi agréable a-t-elle pu être le théâtre d'un crime aussi atroce? Les meurtres au sein de cette famille appréciée et respectée ont ébranlé la communauté. Je suis à Gravesend pour rencontrer Colin Murray, l'inspecteur en chef qui a dirigé l'enquête. Comment Carl Bluestone et sa famille étaient-ils vus dans le quartier? Les voisins les trouvaient tous charmants. Ils discutaient avec les enfants. Ils savaient que le père était dans la police. Il était aimable avec eux, la mère aussi. C'était une famille ordinaire, dans un quartier agréable et plutôt convivial. Et lui, plus particulièrement, comment était-il perçu par ses amis et collègues? Il était dans ce qu'on appelle une unité tactique. C'est une force d'intervention qu'on déploie pour des missions sur le terrain, comme exécuter des mandats d'arrestation ou dans des quartiers gangrénés par la criminalité. Il règne dans ces équipes un esprit de camaraderie, une amitié, c'est presque une famille. Ils étaient tous très proches. Ils s'entendaient bien. Ils plaisantaient ensemble. Donc la plupart des gens aimaient bien Carl Bluestone. Oui. La nuit du 28 août 2001, cet homme décrit comme sympathique s'est pourtant transformé en monstre. Le jour même des faits, il avait pris un verre au pub? Après son service, oui. Il s'était arrêté au pub et avait pris un verre avec ses collègues avant de rentrer dîner chez lui. Les voisins nous ont appris qu'il avait regardé la télévision, un vieux feuilleton policier apparemment. Après, ils ont entendu une dispute. Ensuite, tout ce que ces témoins ont pu nous dire, c'est que la fillette était venue tambouriner à leur porte et qu'elle était en panique. Elle leur a dit « Papa a attaqué maman. Appelez la police. » Le 28 août 2001, à Gravesend, une banlieue paisible du Kent, les hommes de l'inspecteur Colin Murray arrivent au domicile d'un de leurs collègues. Ils découvrent les corps sans vie de Jill Bluestone et 2 de ses jeunes enfants. Un autre est grièvement blessé et la 4e est traumatisée. J'étais de permanence au crime majeur et j'ai reçu un appel disant qu'un policier avait tué une partie de sa famille et pris la fuite. L'enquêteur fonce sur les lieux. En chemin, il est tenu au courant de l'évolution de la situation minute par minute. L'un des enfants avait réussi à s'enfuir. Il a frappé chez les voisins et leur a demandé d'appeler la police. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Elle avait entendu la dispute et l'attaque. Sa mère était étendue par terre dans la cuisine, en sang, et elle avait vu son père la frapper. Il a attrapé la petite. Sa tête a cogné contre le sol, mais par chance, elle a réussi à se dégager. À ce moment-là, sa mère lui a dit de courir chercher la police. Elle était donc encore en vie à ce stade, mais manifestement, l'agression s'est poursuivie après. Quel âge avait la petite?
C'était une fillette de 7 ans. Vous imaginez sa terreur? C'est affreux. La violence et la sauvagerie de ces meurtres nous paraissent inconcevables. Howard Groves, ancien inspecteur de la brigade criminelle, va revoir avec moi le déroulement des événements de cette soirée tragique. Tout a commencé quand le policier Carl Bluestone est rentré chez lui après un tour au pub et s'est disputé avec sa femme. Il a dit à sa femme, « J'ai entendu des choses sur toi aujourd'hui. » On ne sait pas exactement quoi, mais une dispute a éclaté. Ensuite, il s'est jeté sur Jill et l'a attaquée. Ça se passait au rez-de-chaussée. Il lui a asséné 10 coups sur le crâne. 10 coups à la tête? À main nue? Avec un marteau. Un marteau? Oui, 10 coups de marteau. Ensuite, il s'en est pris à 2 de ses enfants. Ils ont reçu respectivement 6 et 10 coups. On en est à un total de 29 coups à eux 3, Jill et 2 des enfants. Sans compter ceux portés à l'autre enfant, celui qui a survécu. Je suis vraiment sidéré qu'on puisse s'en prendre et faire du mal à ses propres enfants. Des êtres innocents. Même moi, qui ai 34 ans de métier, ça me choque. Comment un policier et père de famille peut-il commettre des actes aussi abominables? Serena Simmons est une psychologue réputée qui a rencontré un grand nombre de meurtriers. Mais même pour elle, l'affaire Bluestone est hors norme. C'est une affaire glaçante. Il a quand même utilisé un marteau. En ça, c'est très différent des affaires que je rencontre habituellement. Les méthodes qu'utilisent les hommes généralement, ce sont plutôt l'incendie ou l'intoxication au monoxyde de carbone. D'un point de vue psychologique, le fait qu'ils se servent d'un marteau est très révélateur. Ça indique qu'il y a eu un élément déclencheur à une colère sous-jacente. Mais qu'est-ce qui aurait poussé Carl Bluestone à en arriver à de telles extrémités? Les jours précédant le meurtre, Carl Bluestone a-t-il eu un comportement inhabituel? On sait qu'il a effectivement acheté une corde, quelques jours seulement avant les faits. Dans quel but? Que comptait-il faire avec? Qu'avait-il en tête? Le vendeur lui a demandé ce qu'il voulait en faire. Il a parlé d'un meuble à déplacer qui était très lourd. En plus de l'horreur de la scène de crime, les premiers agents sur les lieux sont confrontés à une question terrifiante. Où est Carl Bluestone? À cause de son expérience de policier, il pourrait présenter une réelle menace. A-t-il quitté la maison? Est-il toujours à l'intérieur, tapi dans un recoin? Il faut se mettre à la place de ces agents. Pendant qu'ils faisaient le tour des lieux, Carl Bluestone aurait pu surgir de n'importe où et aurait pu les attaquer. Tout va très vite dans ce cas-là. C'est évidemment très stressant et effrayant. Je me mets à leur place. Puis le voisin leur a dit avoir entendu du bruit dans le garage. Ils sont allés voir, munis de lampes torches. Et ils l'ont trouvé. Il s'était suicidé. Carl Bluestone a utilisé la corde achetée quelques jours auparavant pour se pendre dans le garage de la maison familiale. Il n'a même pas eu les tripes ou le cran d'affronter les conséquences de ses actes. En se tuant, il a opté pour la solution de facilité. C'est malheureux, mais c'est un fait. Les hommes commettant ce genre de crime se suicident généralement après. Donc on ne peut plus leur demander les raisons de leurs gestes. Les chercheurs mettent en avant une nature ultra-possessive, un désir de contrôle. Si je ne peux plus vivre avec ma famille, je préfère mourir que de la voir heureuse avec un autre. Sans le témoignage de Carl Bluestone, la police a dû rassembler les pièces du puzzle pour tenter de comprendre l'origine de cette folie meurtrière. J'aimerais beaucoup savoir comment on enquête sur un crime quand l'individu qui l'a commis est mort. Pour tout enquêteur, le danger, c'est de tirer des conclusions hâtives. Aussi bizarre que cela puisse paraître,
Même si à première vue on a affaire à un individu ayant assassiné femmes et enfants avant de se pendre, il faut envisager toutes les hypothèses. Cet homme n'aurait-il pas pu rentrer chez lui, découvrir sa famille décimée et sauter la vie par désespoir? Même si c'est peu plausible, c'est important de rester ouvert à toutes les possibilités. Sinon, vous ne faites que rechercher les preuves qui étayent votre propre théorie ou l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais dans cette affaire, il a été démontré rapidement que la situation était exactement telle qu'elle semblait être. Le mari les avait bien assassinés puis s'était suicidé. Jill Bluestone avait 31 ans. Son fils Henry en avait à peine 3. Et Chandler, le benjamin de la fratrie, seulement 18 mois. Tous les trois ont été massacrés par le père de famille à coups de marteau. Qui était Carl Bluestone? Comment s'est-il laissé entraîner dans une spirale de violence au point de tuer Jill, son épouse? Leur mariage allait mal depuis longtemps, d'après les rapports qui ont refait surface après le meurtre. La police avait été appelée à plusieurs reprises chez eux par le passé pour des violences conjugales. Dès le début de leur mariage, il y a eu des signaux inquiétants. À peine quelques semaines après, il commettait déjà une première agression sur sa femme, alors enceinte de 5 mois. La police s'est déplacée. Elle l'a arrêté. Mais l'épouse n'a pas souhaité porter plainte. C'est courant dans les affaires de violence conjugale. Parfois, les victimes font le choix de ne pas porter plainte. Et ça s'est arrêté là. C'est toujours compliqué quand des policiers doivent interpeller des collègues. Je ne sais pas ce qu'en a pensé l'agent qui a traité cette première affaire de violence conjugale. En tout cas, à sa place, j'aurais indiqué à ma hiérarchie que je n'étais pas en mesure ou que je ne souhaitais pas me charger de ce dossier. Ou alors, j'aurais sollicité son aide pour savoir ce que je devais faire. Parce qu'il y a toujours un risque, que ces allégations soient vraies ou non, d'être accusé d'accorder un traitement de faveur à un collègue. En réalité, Carl Bluestone a battu sa femme pendant plusieurs années, sans être inquiété. Chaque fois, Jill retirait sa plainte. C'est ce qui a permis aux policiers de conserver des états de service irréprochables et empêcher l'intervention de sa hiérarchie. Encore une fois, ça fait généralement partie du personnage que se créent les auteurs de violences intrafamiliales. En apparence, ils ont l'air sympathiques, mais quand ils rentrent chez eux, ils passent leur nerf sur leur partenaire. Les individus qui maltraitent leurs conjoints sont-ils souvent vus comme des personnes ordinaires, voire charmantes? Oui, c'est très courant. Il n'est pas rare que les victimes couvrent leur agresseur. Quand la police est appelée, elle trouve la femme en sang, mais elle va prétendre être tombée dans les escaliers. Très souvent, les conjoints violents ont une réputation d'hommes charmants. Ils sont admirés dans leur quartier. Je pense que ça ajoute au choc et à l'horreur le jour où la vérité éclate. Le fait qu'un policier aussi respecté que Bluestone ait été capable d'une telle sauvagerie ne fait qu'ajouter au traumatisme causé par cette affaire. C'était un monstre caché à la vue de tous. Après une première agression dès le début de leur mariage, pour sa femme, le pire était à venir. La fois suivante, il l'a menacée avec un couteau de boucher. Il a essayé de la violer. Elle a déposé une main courante au poste de police. Mais elle n'a pas porté plainte et la procédure s'est arrêtée là. Ça faisait 2 agressions à ce stade, des signaux qui auraient dû alerter. Quelques semaines plus tard, ça a recommencé. Ils se trouvaient chez eux, ils se sont disputés, elle a voulu partir en voiture, il a explosé le pare-brise, il a fini par retourner à l'intérieur et il s'est mis à fracasser des objets en les jetant à travers la pièce. Sa fille en a reçu un dans la figure. Et la police a été appelée. Il a été arrêté. Mais alors qu'ils étaient en chemin vers le poste de police, il a ingéré des comprimés. Ils l'ont transporté en urgence à l'hôpital, où il a subi un lavage d'estomac. Par la suite, le procureur décidera d'abandonner les charges et de classer l'affaire pour insuffisance de preuves. Comment cet homme pouvait-il faire l'unanimité au sein de la police?
Sur le plan professionnel, personne n'avait rien à lui reprocher. C'était un bon élément. Mais à l'évidence, ses responsables hiérarchiques et certains collègues devaient être au courant, parce que la police était intervenue chez lui plusieurs fois. Les agents qui l'interpellaient devaient forcément le connaître, au moins de vue. À cause de ces arrestations, j'imagine qu'il aurait pu perdre son travail. Sauf que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Tant que l'épouse ne décidait pas d'engager des poursuites à son encontre, il pouvait dire « Je n'ai rien fait, il n'y a pas de plainte ». D'une certaine manière, la police avait les mains liées. Et c'était il y a 20 ans. Pour une raison ou une autre, cet homme en voulait à sa femme et cherchait le conflit. Il apparaît clairement qu'à la fin, Jill avait très peur pour sa vie. Elle le craignait. Elle a confié à une amie, mais pas à la police, qu'elle redoutait les réactions et les accès de violence de son mari. Et malheureusement, la suite lui a donné raison. Je ne comprends pas que personne n'ait vu venir le drame et n'ait tiré la sonnette d'alarme. Après la tragédie, une déclaration a été lue au Parlement. 4 incidents de violence conjugale perpétrés par Carl Bluestone ont été portés à l'attention de la police du comté du Kent. Tous ont été consignés. Chaque fois, la victime présumée était Jill Bluestone. Dans 2 des incidents susmentionnés, les dossiers ont été transmis au procureur de la Couronne qui a décidé de ne pas poursuivre. Aucun de ces incidents n'a donné lieu à une sanction disciplinaire. Il était policier. Il était censé faire respecter les lois. Par conséquent, la police du Kent a ouvert une enquête pour déterminer ce qui aurait pu ou dû être fait à son sujet. Mais ce genre de situation est parfois complexe, surtout à l'époque, parce que ça se passe dans la sphère familiale. Pour moi, il est désormais évident que derrière la façade de respectabilité que lui conférait l'uniforme, Carl Bluestone était un homme brutal et violent. Pour mieux comprendre comment un policier et père de famille a pu préméditer et exécuter un acte aussi terrible, je dois chercher du côté de son couple. Le 28 août 2001, Carl Bluestone rentre chez lui après avoir pris un verre avec ses collègues et assassine sa femme, Jill, ainsi que 2 de ses enfants. Il se rend ensuite dans son garage et se pend. Je veux savoir ce qui a pu pousser un policier à frapper mortellement sa femme et 2 de ses enfants et blesser grièvement les 2 autres. Pour essayer d'entrer dans la tête du meurtrier et comprendre comment il a pu décimer quasiment toute sa famille, j'ai fait appel au docteur Showom Daz, expert psychiatre, et au docteur Roberta Babb, experte psychologue. Un individu comme Carl Bluestone a un ego fragile. C'est une personnalité très narcissique, qui pense pouvoir faire tout ce qu'il veut. Il faut se demander d'où ça vient. C'est généralement dû à des blessures d'enfance. Par exemple, si une personne a été harcelée enfant, ou si elle n'a reçu aucune marque d'amour, de soutien ou d'attention de ses parents. Cette personne se sentira aussi très vulnérable, potentiellement pas à sa place, et manquera de confiance en elle. Tuer son partenaire est une manière pour elle de se libérer de ce mal-être, de ce sentiment de vulnérabilité, voire de danger. D'après les rapports, les problèmes du couple Bluestone seraient apparus dès le début de leur mariage. La vie professionnelle de Jill n'y était sans doute pas étrangère. Même avec 4 enfants, elle s'épanouissait dans un poste à responsabilité au sein du conseil municipal de Basildon. Je pense que Carl Bluestone était jaloux de la réussite professionnelle de Jill. Il pensait même qu'elle avait une liaison. Il l'accusait régulièrement de le tromper, et cela créait des conflits. Carl Bluestone avait lui-même eu des maîtresses, mais il s'agissait toujours d'histoires sans lendemain. Le plus ironique là-dedans, c'est qu'il l'accusait de faire ce que lui-même faisait. Un peu comme s'il essayait de justifier après coup son propre comportement. Il l'accusait de le tromper avec un collègue,
alors que c'est lui qui était volage. Une année à Noël, Jill était chez eux avec leurs enfants, pendant que lui voyait sa maîtresse. Il avait préféré passer Noël avec elle plutôt qu'avec sa famille. Et il se permettait de lui reprocher à elle d'être infidèle. C'était un homme pathétique. La relation entre Carl Bluestone et Jill a continué de se détériorer, ponctuée par des violences. Il s'en prenait physiquement à elle, puis la suppliait de le pardonner. Jusqu'à cette soirée fatale. En juin 2001, soit à peine 2 mois avant le jour du crime, il l'a étranglée, au point qu'elle en perde connaissance. La loi sur les violences intrafamiliales a récemment été modifiée. Elle fait de la strangulation un crime spécifique. Car ça semble être une pratique courante pour exercer une coercition et un contrôle sur une personne. L'agresseur étrangle son ou sa partenaire et ça se produit souvent aussi au cours d'un rapport sexuel. Puis il va prétendre qu'il s'agissait d'un acte consenti, ce qui est un mensonge bien sûr. Jill a raconté à des proches que quelques minutes avant qu'il ne l'étrangle, elle avait suggéré qu'il divorce. Ils ont discuté et il a eu des paroles très lourdes de sens. Le divorce n'est pas une option. La mort est la seule issue. L'état d'esprit d'un individu qui préfère assassiner sa compagne plutôt qu'être quitté est caractérisé par la colère, la rage et aussi un désir de contrôle. Craignant les conséquences pour elle et ses enfants, Jill avait préféré tenter une énième fois de sauver leur mariage. Face à une personne capable d'assassiner sa famille, j'ai du mal à croire que parmi ses collègues policiers, aucun n'ait vu de signe précurseur d'un passage à l'acte. Soit ils ont préféré lui laisser le bénéfice du doute, soit Carl Bluestone était un manipulateur hors pair. Dans cette affaire, beaucoup de ses collègues disaient le plus grand bien de lui. Comment est-ce possible? Y avait-il 2 Carl Bluestone totalement différents? Celui du travail et celui de la maison? Oui. Je peux comprendre ces policiers. Je me mets à leur place. Admettons que je sois policier et que je travaille avec vous. Je vous connais, je vous apprécie. Pour moi, vous êtes un type bien. Vous et moi, on se ressemble. Vous avez des valeurs morales. Si je ne connais pas votre vie personnelle, je vais vous trouver génial, très sympathique. Et en découvrant cette histoire, je serais très choqué. J'aurais du mal à y croire. Je me demanderais pendant des jours, voire des mois, s'il s'agit bien du même individu que j'ai côtoyé tout ce temps, avec qui j'ai fait des barbecues, regardé le foot ou autre. Naturellement, ces policiers pensaient que parce que c'était un bon élément, c'était un homme bien. Certains étaient sans doute au courant d'éventuels problèmes dans sa vie privée, mais ils n'auraient jamais pensé qu'il commettrait un acte aussi abject et abominable. L'enquête auprès du voisinage et de ses collègues a mis en évidence sa capacité à dissimuler qu'il battait sa femme. Aucun de ses collègues n'était inquiet? Personne n'a tiré la sonnette d'alarme? On a questionné les policiers qu'ils côtoyaient au quotidien et ils nous ont dit n'avoir rien vu. D'après eux, il n'y a pas eu de signes inquiétants. Il n'apparaissait ni anxieux ni déprimé. Ses collègues avaient l'impression qu'il allait bien. Ils ont été évidemment très choqués par ce drame. Mais aucun d'eux n'est venu nous dire « Rétrospectivement, j'aurais dû le sentir à cause de ceci ou cela ». On peut penser qu'ils l'auraient fait s'ils avaient eu le moindre soupçon. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens ont brossé le portrait d'un homme ordinaire, qui faisait son travail correctement, mais qui, pour une raison qu'on ne connaît pas, a commis ces meurtres. Malgré l'absence apparente de signes précurseurs, il est clair que Bluestone était perturbé. Il avait des aventures, un autre enfant à charge d'un premier mariage et était endetté. Serena Simmons, psychologue, va m'aider à mieux comprendre l'état psychologique de cet homme. Vous avez lu le dossier. Le qualifieriez-vous d'individu instable mentalement? La santé mentale d'un individu ne suffit pas toujours à expliquer ses actes.
Mais les recherches montrent quand même que les auteurs de ces tueries familiales, ces individus qui assassinent leurs proches, souffrent souvent de problèmes psychologiques. Ils montrent généralement des signes de dépression, une instabilité psychologique, une irritabilité. Donc c'est un facteur, effectivement. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais ça permet souvent d'expliquer, au moins en partie, leur acte. Carl Bluestone a-t-il été poussé par une soif de contrôle sur sa femme? Oui, absolument. C'était une personnalité dominatrice. Souvent, ces hommes ont besoin de contrôler tous les aspects de la famille. Les finances, les enfants. Et quand ils sentent leur autorité menacée, ça déclenche quelque chose en eux. Ils se sentent dépossédés de leur rôle. S'attaque-t-il à un type particulier de personnes? Des femmes comme Jill. Ce sont souvent de bonnes mères. Je pense que dans les premières années d'une relation, on se raccroche au souvenir de l'homme qui nous a séduites. On espère retrouver celui qu'on a aimé. Et une fois qu'on a construit une famille avec cet homme, on est désormais lié à vie à lui. Ça devient difficile d'imaginer une autre vie, de s'échapper de cette réalité. Et ce sont des individus très manipulateurs. On ne sait pas comment il était dans l'intimité. Peut-être qu'entre deux crises, son mari savait se montrer charmant. Dans un tel cas, la femme va continuer d'espérer une amélioration ou rester pour les enfants. Ça demande énormément de courage et de volonté de quitter un mari violent. Les disputes au sein du couple ont continué, jusqu'à ce que le 25 août 2001, soit 3 jours avant sa mort, Jill annonce à son mari son intention de divorcer. Sa femme a tenté plusieurs fois de sauver leur mariage. Mais elle a fini par comprendre qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le quitter. C'était la seule solution. La maison était sur le marché. Ce n'était pas la première fois qu'il la mettait en vente. Pourtant, chaque fois, ils s'étaient réconciliés. Mais là, je pense que sa décision était prise. À ce stade, pour Jill, son mariage était vraiment fini. Elle lui a dit « Ça suffit. Je demande le divorce. On va vendre la maison, je récupère ma part, et avec l'argent, je m'installe avec les enfants à Basildon. » Carl Bluestone était une bombe à retardement, prête à exploser. L'annonce du départ de son épouse semble l'avoir fait basculer. Carl Bluestone a peut-être perçu dans cette décision de divorcer le reflet de sa propre incapacité à gérer ou à contrôler la situation. Il peut l'avoir ressenti comme une atteinte à sa virilité. Il a pu aussi avoir un sentiment d'inadéquation ou d'incapacité à subvenir aux besoins de sa famille et être là pour elle. Les criminels atteints de troubles mentaux que je rencontre dans mon métier souffrent de problèmes variés. Ça peut être de la paranoïa ou une angoisse profonde. Ils peuvent avoir des problèmes relationnels. Si c'est pris suffisamment tôt et si l'individu est ouvert à cette idée, on peut trouver les moyens de l'aider. Par exemple, il existe des traitements médicamenteux pour les personnes psychotiques. Si ce n'est pas un problème psychologique ou une pathologie, on a d'autres options, comme une thérapie familiale ou un conseiller conjugal, ou d'autres façons saines de l'aider à prendre du recul par rapport à cette relation. Mais Bluestone n'a pas cherché d'aide. Il a voulu régler ça lui-même. Le 28 août 2001, Jill Bluestone était rentrée chez elle après sa journée de travail à la mairie de Basildon. Son mari avait lui aussi fini son service au poste de police local. Il était tout à fait normal ce jour-là. Il a pris un verre au pub avec ses collègues après le travail. Il a fait des courses en rentrant. Il a croisé un voisin et engagé la conversation. Une fois rentré chez lui, ils ont regardé la télé ensemble sur le canapé. Donc, si vous me demandez, avait-il déjà décidé en rentrant de s'en prendre à Jill et aux enfants parce qu'il était en colère et avait passé une mauvaise journée? Pas du tout. Rien ne l'indique en tout cas. Alors que les 4 enfants du couple sont couchés, une dispute éclate. Elle semble avoir mis Carl Bluestone dans un état de rage incontrôlable, au point de massacrer à mort son épouse et 2 de ses enfants.
À cause de la façon dont Carl Bluestone les a tués, c'est l'un des crimes les plus atroces dont j'ai eu connaissance. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée si ce policier avait été inculpé et condamné pour les violences conjugales, une première fois en 1994, puis en 1999? S'il avait été poursuivi, condamné et renvoyé de la police du Kent, cela aurait-il sauvé la vie de Jill et des enfants? Je ne pense pas, et je ne l'ai jamais pensé. Au contraire, selon moi, cela aurait sans doute exacerbé la situation. Quand on l'a interpellé, s'il avait été inculpé, si le dossier avait été assez solide pour le faire condamner et le licencier, certains disent que ça aurait empêché le drame. Ce n'est pas mon avis. Même si on lui avait repris son badge, cela n'aurait pas pour autant réglé leurs problèmes de couple. While friends and neighbours of the Bluestone family struggle to come to terms with the apparently senseless slaughter, a clearer picture is now emerging of the police officer's troubled domestic life. Kent police have revealed that Carl Bluestone, pictured here with 18-month-old Chandler, one of the sons he killed, was arrested 2 years ago after an earlier violent dispute with his wife. Il y a eu une volonté de régler ça en interne. Au lieu de prendre des mesures, d'être proactif plutôt que réactif, de traiter le problème en profondeur, d'évaluer le risque, la dangerosité de cet homme. S'est-on posé la question après sa seconde arrestation? Traditionnellement, les statistiques montrent qu'une femme peut être victime 35 fois de violences de la part de son conjoint avant d'appeler la police. Ça veut dire que la première fois que son épouse ou quelqu'un d'autre a appelé la police, à sa première arrestation, les violences conjugales devaient déjà durer depuis quelque temps. Et là, deuxième arrestation. Ça signifie qu'il a continué. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, 2 femmes sont tuées chaque semaine par leur conjoint dans notre pays. Un chiffre qui n'a pas baissé en 30 ans. Alors quand un policier est arrêté 2 fois pour violence conjugale, pourquoi l'un de ses supérieurs hiérarchiques ne s'est pas dit « il faut qu'on agisse », pas parce qu'il s'agit d'un policier, mais parce que le risque de récidive est avéré. À moins d'un changement radical, il recommencera forcément. Mais en 2001, la femme de Carl Bluestone ne semble pas désireuse ou capable de témoigner contre son mari. La police a les mains liées. Si on transposait cette même situation aujourd'hui, peut-être que notre service et d'autres auraient été en mesure d'aider Jill et sa famille. Aujourd'hui, en cas d'arrestation et d'inculpation du mari, l'épouse et ses enfants auraient pu être mis en sécurité quelque part. Maintenant, si on se projette, il aurait très bien pu être libéré sous caution ou échapper à une peine de prison ferme. Mais même dans cette éventualité, les services de police sont à l'heure actuelle mieux informés qu'il y a 21 ou 22 ans pour traiter ce genre de cas. À l'époque, ce triple meurtre familial a fait la une des journaux. La police a été critiquée pour son inaction face aux agissements de Carl Bluestone, ses arrestations pour violence conjugale étant restées sans effet. Comment cela a-t-il affecté les forces de l'ordre? La police du Kent a été très ébranlée, c'est certain. Un policier en activité qui tue sa femme et ses enfants. Un homme tout à fait normal en apparence. Un policier ordinaire qui fait ce qu'il a fait. Évidemment, il y a eu des conséquences. Ce qui s'appelait alors l'association des chefs de la police a été informé. Le chef en charge des violences intrafamiliales a dû rendre des comptes. Je sais que notre commissaire a dû répondre aux questions du ministre de l'Intérieur de l'époque. L'affaire a eu un écho national. Parce que, il faut s'en réjouir, ce genre de drame se produit très rarement.
Les choses ont évolué. Aujourd'hui, le procureur engage des poursuites même si la victime ne porte pas plainte, sur la base des preuves. Et nos policiers sont équipés de caméras piétons. Comme ça, toutes les déclarations sont enregistrées et peuvent servir même dans le cas où la victime ne veut pas de procès. L'idée que des policiers puissent eux-mêmes être des conjoints violents est désormais mieux intégrée. À l'époque, ce type de maltraitance était souvent ignoré. On considérait que c'était des dérapages dus au stress. On a tiré les leçons de ce drame. Aujourd'hui, les violences intrafamiliales sont mieux prises en compte. La législation a changé. On progresse. On fait plus de prévention pour empêcher ce genre de crime. On se forme, surtout au sein de la police. Carl Bluestone s'étant suicidé, il n'y a jamais eu de procès. Une enquête judiciaire a néanmoins été ouverte. Le 6 novembre 2001, Roger Hatch, le médecin légiste du comté, a conclu au suicide de Carl Bluestone et au meurtre concernant sa femme Jill et ses fils Henry, 3 ans, et Chandler, âgé seulement de 18 mois. L'enquête a suscité un vif débat au niveau local et même national autour des violences intrafamiliales. Le journaliste Carl Eve a eu une discussion franche avec un collègue de Jill Bluestone au conseil municipal. Je me rappelle cette conversation. Ce collègue m'a dit, on la voyait arriver au travail avec des bleus, mais on ne savait pas comment aborder le sujet. On ne savait pas quoi dire. Elle en plaisantait, alors on l'acceptait. Personne n'avait envie de mettre les pieds dans le plat en demandant « Est-ce que ton mari te bat? Est-ce que ça va ?» Les victimes n'ont pas toujours envie de laver leur linge sale en public. Elle avait peut-être ses raisons de garder ça pour elle. Ce qui est certain, c'est qu'après le drame, à Basildon, la communauté a ouvert les yeux. Il y a eu une volonté de faire comprendre à ces femmes qu'elles n'ont pas à vivre ça, qu'elles peuvent demander de l'aide. Le refuge pour femmes battues de Basildon est devenu une référence dans tout le comté. Il a mené un véritable travail de sensibilisation. Très peu de temps après, le conseil a invité ses employés à venir former les conseillers et les agents pour expliquer ce que sont les violences intrafamiliales et comment réagir quand on y est confronté. Ces avancées sont en grande partie liées au meurtre de Jill Bluestone. Il a provoqué une prise de conscience. Rétrospectivement, les gens se sont dit « on aurait dû le voir venir, on ne savait pas quoi dire, alors on n'a rien dit ». Même si le système judiciaire britannique a progressé dans la protection des femmes victimes de violences conjugales, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce crime nous paraît inconcevable. Comprendrons-nous un jour ce qui a poussé Carl Bluestone à agir? J'en doute. Mais on devrait peut-être moins penser à lui et davantage à ses victimes et à leurs proches.